Et salut toi, j'espère que tu vas au top du top aujourd'hui. Avant de commencer cet épisode, bonne année, bonne santé et que la musique t'apporte un maximum de joie, d'amour, de plaisir et de bonheur. Et merci à vous toutes et tous, vraiment, car on est 325 sur cette chaîne, c'est pas grand chose, hein, mais c'est déjà plus que j'aurais pu croire en la lançant il y a quelques mois. Alors... Merci. Sinon moi, c'est Charlie, aka Coucou Charlie.musique, et je viens te parler tous les jeudis à 19h d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes, car ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane, ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et aujourd'hui, pour commencer 2026, je voulais te proposer un nouveau format, où l'on va explorer, retracer les petites histoires de différents styles de musique, sur leur naissance, leur explosion médiatique ou non, et des pourquoi et tout le tralala comme j'aime d'habitude si vous me connaissez déjà. Bref, avec tout mon amour habituel pour la musique, quoi. Et avant d'explorer des sous-genres ou autres styles, bien évidemment que l'on va commencer par la base de la base de la base de tout ce que j'aime, le rock. Aujourd'hui, le rock est partout. On l'associe à des stades, des guitares mythiques, des légendes. Alors qu'à la base, le rock, c'est une musique qui dérange. Une musique jugée dangereuse, immorale et même interdite, quoi. Dans les années 50, des adultes sont persuadés que cette musique va corrompre la jeunesse, les rendre délinquants, quoi. Et pourtant, ce qui va naître à ce moment-là va changer la musique pour toujours. Parce que le rock n'est pas né pour être joli, il est né parce qu'une génération n'en pouvait plus. Et aujourd'hui, on va donc voir rapidement ensemble comment le rock est né et pourquoi il a tout bouleversé. Pour comprendre pourquoi le rock a fait autant de bruit, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il arrive. On est à la fin des années 40, début des années 50. La Seconde Guerre mondiale est terminée et surtout, aux États-Unis, le mot d'ordre est simple. Ordre, stabilité, normalité. La société veut du calme, du propre et du rassurant. Et ça s'entend très clairement dans la musique. Car à cette époque-là, la musique populaire dominante, ce sont les crooners, les big bands, les grandes voix bien sages comme Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole. Des chansons d'amour bien écrites, bien chantées, faites pour les adultes en fait. Une musique élégante, polie, bref, qui ne fait pas trop de vagues au final. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle génération qui est en train de naître en fait. Et pour la première fois dans l'histoire, on parle vraiment de teenagers. Des jeunes qui ont du temps libre, un peu d'argent et surtout une énorme envie de se différencier de leurs parents, quoi. Ils ne veulent pas être comme leurs vieux, mais vraiment vivre leur jeunesse comme ils l'entendent. Sauf que culturellement, ces jeunes-là n'existent pas encore vraiment. Ils n'ont pas de musique à eux, pas de voix qui parlent de leur ennui, de leur frustration, de leur énergie. La musique qu'on leur propose est soit trop sage, soit complètement déconnectée de ce qu'ils ressentent, quoi. But practically everything leaves me totally cold. Et pendant que la musique officielle reste bien propre, bien rangée, bien acceptable, en fait, une autre musique existe déjà, mais ailleurs. Dans les quartiers afro-américains, dans les bars, dans les clubs. Une musique qui est plus brute, plus rythmée, plus viscérale au final. Et cette musique, c'est le blues et le rhythm and blues. Une musique née de l'oppression, de la fatigue, mais aussi du plaisir, de la danse et du lâcher-prise, quoi. Une musique qui parle du réel et pas simplement d'un idéal. Et cette musique-là, même si elle est largement ignorée par les médias mainstream de l'époque, elle commence doucement à circuler à la radio et surtout sur des disques. Mais encore plus surtout, elle commence à arriver aux oreilles des jeunes blancs ultra privilégiés qui, eux aussi, n'en peuvent plus de ce monde trop lisse en fait. Le décor est donc planté. D'un côté, une société qui veut du calme et de l'ordre, et de l'autre, une jeunesse qui cherche du bruit, de l'énergie et quelque chose qui lui ressemble et rassemble. Et entre les deux, une musique prête à exploser. Et ce qui va faire naître le rock, ce n'est pas un artiste, ni un moment précis, mais une rencontre improbable entre plusieurs mondes musicaux qui n'étaient pas censés se croiser au départ.
Et donc, maintenant que le décor est planté, faut comprendre un truc hyper important. Le rock n'est pas né d'un seul endroit, ni d'une seule communauté, ni d'un seul style musical. Le rock, c'est une collision. D'un côté, t'as le blues, le rhythm and blues afro-américain, qui est une musique ancrée dans le vécu, dans la douleur, dans la fatigue, mais aussi dans le groove, la danse et le corps, comme je te disais. Une musique où le rythme est central, où l'émotion passe avant la propreté. Une musique qui ne cherche pas à être parfaite, mais qui cherche simplement à être vraie. Et de l'autre côté, t'as la country, ou ce qu'on appelait à l'époque le hillbilly. Une musique blanche, populaire, rurale, avec des guitares acoustiques, des histoires simples et des mélodies très directes. Une musique parfois naïve, parfois mélancolique, mais surtout très accessible au final. Et sur le papier, ces deux mondes-là ne sont pas du tout censés se rencontrer. Séparation raciale, milieux sociaux différents, circuits musicaux totalement séparés. Mais dans la vraie vie, la musique circule quand même grâce à la radio, grâce aux disques, grâce au jukebox aussi. Et ces sons commencent à se croiser. Il y a des jeunes blancs qui écoutent du blues en fait. Et surtout qui apprécient beaucoup. Et il y a des musiciens qui s'inspirent de rythmes qu'ils n'étaient pas censés entendre. Et petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, les frontières commencent à se fissurer. Et à ça, il faut aussi ajouter un élément clé, l'amplification. Parce qu'à ce moment-là, la guitare électrique devient plus accessible. On peut jouer plus fort, plus vite, plus sale aussi. Le son sature, ça grésille, ça déborde. Et pour une jeunesse qui a juste envie de faire du bruit, c'est exactement ce qu'il faut. Résultat, des musiciens commencent à mélanger tout ça sans vraiment mettre de mots dessus. Un peu de blues, un peu de country, un rythme plus marqué, une énergie nouvelle quoi. Ce n'est pas encore véritablement du rock, mais ça ne ressemble déjà plus à ce qu'on entend à la radio. Et surtout, c'est une musique qui donne envie de bouger, de danser, de transpirer quoi. Une musique qui fait peur aux adultes, parce qu'elle met le corps au centre et parce qu'elle ne se tient pas tranquille au final. À ce moment-là, personne ne parle encore de révolution musicale. Les artistes ne se disent pas « Hey, on est en train de créer un nouveau style, hein !» Ils essaient juste de faire sonner leur musique différemment, un peu plus fort, un peu plus librement, mais sans le savoir, ils sont en train de créer les bases du rock'n'roll. Et forcément, une musique comme ça, qui fait bouger les corps, qui mélange les cultures et qui ne respecte pas vraiment les règles, elle pouvait pas rester discrète très longtemps, hein. Et à partir de là, forcément, ça commence à déraper. Parce que cette musique-là, elle ne reste pas cachée bien longtemps, hein. Elle sort des bars, elle sort des clubs, elle sort des jukebox, elle commence à passer à la radio. Pas sur les grandes radios nationales, hein, mais sur des petites stations locales, souvent la nuit, souvent à destination des jeunes, quoi. Et là, pour beaucoup d'ados, c'est une claque. Mais genre pas une claquounette, hein, une méga giga ultra grosse claque, quoi. Cette musique, elle est plus rapide, plus rythmée, plus excitante que tout ce qu'ils ont entendu jusque-là. Elle donne envie de bouger, de danser, de secouer la tête et surtout, elle donne l'impression que pour une fois, la musique leur parle directement à eux. Sauf que du côté des adultes, c'est une toute autre histoire, hein, car cette musique, elle est jugée dangereuse, trop sexuelle, trop sauvage, trop bruyante. On dit qu'elle encourage la délinquance, qu'elle excite les corps, qu'elle pousse les jeunes à mal se comporter. Bref, qu'elle menace l'ordre établi en fait. Et ce n'est pas juste une question de son, hein. C'est aussi une question de mélange, parce que cette musique vient en grande partie de la culture afro-américaine et qu'elle est consommée par des jeunes blancs. Et dans l'Amérique ségrégationniste des années 50, ça, c'est déjà un problème en fait. Mais un énorme problème, hein. Résultat, certains disques sont interdits de diffusion. Ouais, carrément interdits. Certains artistes sont blacklistés, des animateurs radio se font virer pour avoir passé ce genre de musique à l'antenne. On essaie de contrôler, de freiner, de canaliser ce truc qui est en train de prendre de l'ampleur, quoi. Mais évidemment, plus on essaie d'interdire, plus ça attire. Tu te doutes bien que plus tu dis aux jeunes « Non, n'écoutez pas ça !» plus ils ont envie de l'écouter en fait, hein. F. Streisand avant l'heure, quoi, hein.
Parce que pour eux, cette musique devient autre chose qu'un simple style. Elle devient un symbole. Un symbole de liberté, de provocation, de rupture avec le monde des adultes. Et c'est là que le rock'n'roll commence vraiment à exister. Pas encore comme un genre bien défini, mais comme une attitude, comme une énergie, comme quelque chose qui dérange suffisamment pour qu'on en parle partout. Et à ce moment-là, il ne manque plus qu'une chose pour que tout explose vraiment. Un visage, une icône, quelqu'un qui incarne cette musique, ce son, cette peur et cette fascination à la fois. It goes something like this. Et cette icône, ce visage, cette étincelle, elle a un nom, Elvis Presley. Un gamin du sud des États-Unis, pas spécialement issu d'un milieu favorisé, qui a grandi en écoutant du gospel, du blues, de la country, et qui va, sans vraiment le vouloir au départ, devenir le symbole de tout ce qui fait peur à l'Amérique bien propre des années 50. Parce qu'Elvis, ce n'est pas juste une voix, ce n'est pas juste une musique, c'est un corps, une attitude, une façon de bouger qui choque immédiatement. Quand il monte sur scène, il ne se tient pas droit, il ne reste pas sage derrière son micro. Il ondule, il danse, il transpire. Et pour beaucoup d'adultes, c'est déjà beaucoup trop, quoi. Musicalement, ce qu'il fait n'est pas totalement nouveau, Il mélange simplement ce qui existe déjà. Le blues, le rhythm and blues, la country. Mais là où ça bascule vraiment, c'est que pour la première fois, cette musique devient visible à très grande échelle. La télévision s'en mêle, les choses se multiplient. Et Elvis arrive dans les salons de millions de foyers américains. Et là, c'est la panique. Des journaux parlent de musique obscène. Des parents écrivent des lettres de protestation. À la télé, on commence même à le filmer uniquement à partir de la taille pour éviter de montrer ses mouvements de bassin. Ouais, on en est là. Mais évidemment, plus on essaye de le contrôler, plus ça fonctionne. Les jeunes adorent, ils crient, ils hurlent, ils se reconnaissent dans cette énergie-là. Elvis devient une idole, et pas seulement pour sa musique, mais pour ce qu'il représente. Une liberté nouvelle, une rupture avec les codes, une manière d'exister autrement que celle qu'on leur propose. Ah ouais, les jeunes adorent ça. Et à partir de ce moment-là, le rock n'est plus un truc marginal. Il devient un phénomène de masse, un phénomène culturel, un phénomène médiatique. On ne peut plus l'ignorer même si on le déteste. Mais ce succès fulgurant a aussi un effet pervers un peu. Parce que très vite, l'industrie musicale se rend compte qu'il y a énormément d'argent à se faire avec ce nouveau son. Et forcément, elle va vouloir le lisser, le contrôler, le rendre plus acceptable pour le mettre au goût de ceux qui ont le cash, les parents. There must be lights burning brighter. Car ouais, forcément, face à un truc qui prend autant d'ampleur, le système réagit. Parce que le rock'n'roll, à la base, c'est un peu trop incontrôlable pour l'industrie musicale, pour les médias, et pour la société bien trop propre et trop lisse de l'époque. Ça fait trop de bruit, ça mélange trop les codes, et surtout, ça échappe complètement aux adultes, quoi. Donc très vite, on voit apparaître des artistes soigneusement choisis, bien coiffés, bien habillés, bien blancs, comme Pat Boone par exemple, qui reprend des titres issus du rhythm and blues, mais en version beaucoup plus lisse, beaucoup plus acceptable pour le grand public blanc. En parallèle, certains artistes considérés comme trop dangereux sont tout simplement mis à l'écart. Chuck Berry, par exemple, voit sa carrière brutalement freinée par des affaires judiciaires qui, aujourd'hui encore, sont très controversées. Moi, j'en sais rien, j'étais pas né. Et Elvis, de son côté, est envoyé à l'armée en plein sommet de sa popularité, ce qui permet aussi de calmer un peu la folie autour de lui. Pas que pour ça, mais quand même un peu, quoi. À tout ça s'ajoute une vraie panique morale. Des responsables politiques, religieux et éducatifs prennent publiquement position contre le rock'n'roll. On accuse cette musique de pousser les jeunes à la délinquance, à la violence, à des comportements sexuels jugés inappropriés. On parle de musique du diable, de menaces pour la jeunesse, de danger pour les valeurs familiales, trop chrétiennes. Résultat, certains morceaux sont censurés. Certaines radios refusent de diffuser ce genre de musique et des artistes se retrouvent blacklistés sans vraiment comprendre pourquoi. Enfin un petit peu, mais pendant un court instant, le rock semble se calmer, devenir plus propre, plus formaté, presque inoffensif.
Mais le problème avec le rock, c'est que son essence même, c'est la contestation. Et même quand on essaye de le lisser, de le contrôler, de le rendre fréquentable, il continue de muter en fait. Il change de forme, il change de visage, mais il ne disparaît jamais vraiment. Parce que ce que le rock a déclenché à ce moment-là, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple style musical. Et ça, personne ne pourra plus jamais l'arrêter. À notre plus grand bonheur. Et au final, si le rock a gagné, ce n'est pas parce qu'il était plus technique, ce n'est pas parce qu'il était mieux écrit, ce n'est pas parce qu'il était plus intelligent que le reste. Non, 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 non. Le rock a gagné parce qu'il était simple, direct et surtout profondément émotionnel, quoi. C'était une musique facile à jouer, à comprendre ou à s'approprier. Quelques accords, une guitare, un ampli, et paf, c'était parti. N'importe qui pouvait se dire « Hey, moi aussi je peux faire ça en fait, hein. » Et ça, culturellement, c'est méga, giga, ultra énorme, quoi. Et on peut dire que le rock a aussi gagné parce qu'il mettait le corps au centre. À l'époque, c'est révolutionnaire dans une société qui cherche un peu à s'émanciper. On ne l'écoute pas seulement avec les oreilles. On le ressent, on le danse, on le vit, quoi. C'est une musique qui ne demande pas la permission, qui ne s'excuse pas et qui prend beaucoup de place, quoi. Et surtout, le rock a gagné parce qu'il arrive pile au bon moment. C'est un moment où une jeunesse entière cherche à exister autrement, à se distinguer, à provoquer, à dire non, quoi. Le rock devient alors un langage commun, une manière de se reconnaître, de se rassembler, de s'opposer aussi. Même quand l'industrie essaie de le récupérer, même quand le système tente de le lisser, l'énergie de départ reste intacte. Parce que ce que le rock propose, ce n'est pas juste un son, c'est une attitude, je dirais même une posture face au monde. Et à partir de là, tout ce qui va suivre découle directement de cet ADN. Car le rock va évoluer, se fragmenter, muter. Il va donner naissance à une quantité hallucinante de sous-genres, de scènes, de mouvements. Du rock psyché au punk, du hard rock au metal, de la pop rock à l'indie, avec la plupart du temps ce sentiment de contestation. C'est pour ça que je voulais faire ce format. Il y a tant à raconter, quoi. Donc pour finir, soyons ok là-dessus. Le rock est donc une musique née d'un ras-le-bol, d'une envie de liberté, d'un besoin vital de faire du bruit quand on ne nous écoute pas. Et putain, merci quoi, merci. Your stairway lies on the whisper. Et voilà, notre petite histoire sur la naissance du rock, c'est fini. Forcément, j'ai abrégé un peu le tout. Car tu te doutes que sinon l'épisode serait bien plus long et malheureusement, je ne pense pas avoir la compétence actuellement de le faire. Et comme tu as pu le comprendre également, je voulais vraiment commencer par cette base avant d'aller explorer d'autres styles un peu plus tard avec toi. Car ouais, forcément qu'il y aura moult et moult autres épisodes sur différents sous-genres. Ah, et je t'ai pas beaucoup parlé d'artistes ou intégré de petites vidéos live. J'ai surtout jacté, j'avoue, en plus j'adore ça, mais t'inquiète, dans les prochains épisodes, on pourra un peu plus s'attarder sur les groupes et avoir un peu plus de chansons durant l'épisode. Là, c'était surtout pour poser une petite base que l'on ira explorer ensemble prochainement. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Et moment youtubeur forceur oblige, n'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire ce que t'en as pensé de cet épisode, et à me proposer quel premier style, sous-style, autre style t'aimerais qu'on explore. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Et viens donc sur Insta pour deviner quel sera le sujet du prochain épisode, les mercredis soirs. Ma mini-commu est trop forte, car elle trouve quasi toujours. Est-ce que mes indices sont trop simples ? Peut-être. Mais au moins, je réponds à tout le monde avec une super photo de moi à chaque fois. Allez, viens, on est bien. En tout cas, nous, on se retrouve très vite avec des albums ou des hits mémorables. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt. Demande à eux. Et le milliard de m'écrire, hein ? Sauf que du côté